parti. Eh bien, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce webinaire proposé par la CPME 13 avec des intervenants de qualité en direct pour vous, chers adhérents. Je suis ravie, moi, de vous accueillir ce matin, même ce midi, pour ce nouveau Time to Talk initié par la CPME 13 depuis quelques temps maintenant. Ce temps d'échange, c'est pour vous, les adhérents. Donc vraiment, surtout, je vous invite à pas de barrière, pas de frein. Posez vos questions à nos intervenantes qui sont là aujourd'hui. Comme vous le savez, la CPME est là pour vous accompagner, et ça depuis de longues années maintenant. Donc, commission emploi ce matin, que j'ai l'honneur de diriger la demande de notre présidente Corinne Nesti. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je vais pas l'oublier, et plus que jamais d'actualité, c'est l'emploi local, coopérer, recruter, fidéliser, les solutions concrètes pour les entreprises. Depuis l'adoption de la loi plein emploi fin 2023, les cartes ont été partiellement rebattues en matière de politique publique de l'emploi. Les rôles évoluent, les dispositifs aussi, mais une chose est sûre, les entreprises ne sont pas seules. Encore faut-il connaître les bons interlocuteurs. Nous avons la chance d'en avoir 3 ce matin et activer les bons leviers. Donc, l'objectif de cet échange est simple, mieux comprendre notre écosystème, identifier les solutions adaptées à vos besoins et partager les bonnes pratiques pour transformer vos recrutements en parcours durables. Donc, comme je le disais, nous avons la chance ce matin d'avoir 3 intervenantes. Donc, Stéphanie Chauvet, directrice de la Maison de l'Emploi de Marseille qui œuvre comme facilitateur local de l'emploi et des compétences. Sandrine Jacob, directrice territoriale Bouches-du-Rhône, France Travail, nouvel opérateur public de l'emploi, issu de la transformation de Pôle emploi. Océane Lantaise, déléguée régionale du comité régional des GEIQ Sud-PACA, qui porte une approche collective de l'emploi par la qualification. Donc, merci mesdames de votre présence ce matin. Nous allons donc structurer ensemble nos échanges autour de 3 axes. Comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous, acteurs de l'emploi sur notre territoire, vous pouvez, qu'est-ce que vous comprendre, vos dispositifs, coopérer localement pour mieux recruter et fidéliser les collaborateurs. Donc, je vais vous demander de vous présenter chacune l'une après l'autre. Stéphanie, si vous voulez bien commencer, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Chauvet. J'ai le plaisir de diriger la Maison de l'Emploi de Marseille, de même que la Cité des métiers de Marseille et de Provençal-Côte d'Azur. Donc, aujourd'hui, le sujet va davantage porter sur les missions de la Maison de l'Emploi, qui sont missions qui sont codifiées dans le Code du travail, puisque toutes les maisons de l'emploi avaient été initiées par Jean-Louis Borloo en 2008 et visent à établir sur un champ territorial, alors nous concernant qu'il s'agit de Marseille et parfois un territoire un peu plus métropolitain, sur ces actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Merci Stéphanie. Sandrine, à vous. Bonjour à tous. Bonjour, donc je suis Sandrine Jacob. Je suis la directrice départementale de France Travail pour l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Alors, je suis ravie d'intervenir auprès de vous aujourd'hui, mais mieux que moi, il y a les conseillers qui sont au nombre de 180 sur les Bouches-du-Rhône et qui sont spécifiquement dédiés à la relation entreprise. On l'oublie souvent, hein, donc alors France Travail, on va pas que vous nous appeliez France Travail ou encore Pôle emploi, donc ça nous va très, très bien. L'essentiel, en fait, c'est qu'on travaille ensemble. Vous allez le voir, en fait, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui sont vraiment dans la continuité, toujours à votre service. Et c'est vrai qu'on nous connaît beaucoup pour tout ce qu'on fait auprès des demandeurs d'emploi, mais tout ce qu'on fait auprès des demandeurs d'emploi ne servira à rien si on ne travaillait pas avec et pour les entreprises. Donc ce qui est important, c'est que vous sachiez que vous avez des conseillers dédiés, hein, donc dans chacune de nos agences. Et des agences, eh bien, on en a forcément une près de chez vous, puisqu'il y en a 23 sur les Bouches-du-Rhône. Merci Sandrine. Océane. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Océane Lantaise, déléguée régionale des GEC, donc les groupements d'employeurs
pour l'insertion et la qualification. Donc, comme ça a été dit, effectivement, ce sont des outils de recrutement, de formation et de mise à disposition de salariés en entreprise, des outils qui sont à la main des entreprises et qui fonctionnent selon une logique de proximité avec l'idée d'être véritablement en lien direct avec les entreprises pour répondre à leurs besoins. Je vais revenir dans le détail sur la manière de fonctionner un peu plus tard, hein, mais en tout cas, il y a 18 GEC sur l'ensemble de la région PACA, dont 11 qui sont implantés dans les Bouches-du-Rhône, qui rassemblent 500 entreprises sur l'ensemble de la région, environ 300 sur le département, et qui interviennent dans les secteurs en tension. Donc, pour faire rapide, hein, le BTP, l'industrie, le paysage, le transport, la logistique, enfin, j'en oublie, mais aussi d'autres secteurs comme l'animation ou le sport. Donc, c'est très, très large et qui appartiennent à un réseau de 200 GEC au niveau national et qui rassemble, qui conclut chaque année plus de 10 000 contrats. Voilà, pour avoir une petite représentation de ce que représente le réseau. Merci Océane. Eh bien, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et avec le jeu des questions qu'on a pu préparer avec Lou et Manon. Je vais m'adresser à Sandrine pour France Travail. Comprendre l'écosystème emploi, les bons acteurs, les bons dispositifs au bon moment. En France Travail, avec la loi plein emploi, quel est le nouveau rôle de France Travail auprès des entreprises? Quels services renouvelés proposez-vous aujourd'hui aux entreprises qui souhaitent recruter? Bon, alors cette loi plein emploi, on en a, beaucoup entendu parler, hein, donc il y a eu, voilà, certaines polémiques, donc autour, des heures d'activité et parfois, en fait, on en retient que ça. Ce qui est important, c'est de se dire pourquoi il y a une nouvelle loi sur le sujet de l'emploi. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu en France et cette loi plein emploi, en fait, c'est la loi pour, le plein emploi. C'est une loi qui, vient accompagner, l'ambition pour notre pays d'aller vers le plein emploi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plein emploi, on n'y est pas encore, et ça veut dire que le plein emploi, il est accessible et c'est, ben, quelque chose qu'on ne peut que se souhaiter, et pour, les citoyens et pour, les entreprises, qui sont, le poumon, économique, de notre pays et notamment les entreprises de la CPME, hein, puisqu'on le sait que, ce sont les petites entreprises, hein, qui aujourd'hui, génèrent le plus d'embauches en France. Donc, cette loi, elle vise en fait à, faire en sorte de d'accompagner, vers l'employabilité, les personnes qui aujourd'hui sont sans travail. On le sait, post-Covid, depuis le Covid, l'activité économique est plutôt bonne, même si cette année 2024 est en demi-teinte, hein, avec, des entreprises qui sont en difficulté, d'autres, qui ont des besoins, prégnants, de recrutement. Mais on le sait, voilà, les prévisions, économiques, sur, l'année prochaine, donc et les années, à venir, elles sont quand même plutôt favorables et structurellement, la démographie de notre pays va faire en fait qu'on va progressivement aller vers ce fameux plein emploi. Donc pour pouvoir y aller, en fait, il va falloir, bah, progressivement remettre au travail, bah, des personnes qui, pendant qu'on n'était pas au plein emploi, n'ont pas travaillé. Donc nous, on va faire tout ce travail avec nos conseillers d'accompagner les gens pour développer leur employabilité et notamment les former pour qu'ils acquièrent les bonnes compétences pour répondre aux besoins de vos entreprises. Et puis, ça, bah, ça ne suffit pas. Il faut aussi en fait qu'on travaille, avec, vous, les entreprises pour mieux comprendre vos besoins parce que vos besoins, ils changent, hein. Notre monde change, Bien notre sûr. société change, le rapport au travail a changé, hein, on l'a bien compris, pendant les confinements, et du coup, il faut qu'on vous aiguille, vous, les entreprises, dans ce monde, qui s'est, complexifié. Donc en fait, cette loi, elle appuie France Travail sur 2 jambes, hein, donc la partie demandeur d'emploi et la partie entreprise et elle a même renforcé, hein, la partie entreprise puisqu'on a des compétences élargies, sur le sujet de l'entreprise. Il y a plein d'acteurs, hein, autour, de l'emploi, les missions locales, les cap emploi, les conseils, départementaux, donc des prestataires aussi, qui interviennent, sur, ces sujets-là et des partenaires locaux et donc cette loi, elle fixe à France Travail une mission qui est une mission de coordination, de tous ces acteurs, sur, le champ, du recrutement, pour, assurer une réponse unique, unifiée, harmonisée, aux entreprises. Donc ça, c'est, un des enjeux, de la loi, de voilà, de vous permettre d'y voir plus clair, dans le pays
paysage et on vous transmettra en parallèle, en suivant ce webinaire. Donc, on a un petit document avec les lignes directes des 23 équipes entreprises de l'ensemble des Bouches-du-Rhône pour Bien. voilà, vous permettre d'avoir un point d'entrée unique, sachant que nous, quand on organise en fait un recrutement ou quand on diffuse une offre d'emploi, systématiquement, les partenaires, et je pense souvent aux missions locales jeunes, sont dans la boucle et peuvent positionner leurs candidats. Merci, Sandrine. Là, je vais m'adresser donc à Océane. Comment fonctionne un GIEC? Et je crois que je ne saurais jamais le dire. Un GEC. Un GIEC, voilà. Et en quoi votre approche collective est une solution RH différenciante pour les entreprises, notamment dans des secteurs en tension, s'il vous plaît? Oui, alors oui, pour revenir sur le fonctionnement, en fait, au départ d'un GEC, il y a toujours des entreprises qui ont un besoin de recrutement et qui vont décider de se regrouper pour créer ensemble un groupement d'employeurs au départ. Sauf que l'objet de ce groupement d'employeurs, ce n'est pas de partager de la main-d'œuvre, mais c'est d'abord de recruter et de former du personnel. C'est pour ça, donc, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Le principe, donc, c'est que l'entreprise, elle va s'adresser à l'équipe du GEC, elle va formuler son besoin de recrutement et le GEC, lui, de l'autre côté, va identifier donc le besoin de recrutement, construire la fiche de poste, s'adresser aux partenaires emploi et notamment France Travail, mais tout le réseau pour l'emploi d'une manière générale, pour identifier des profils, pour les présenter aux entreprises, y compris des profils qui n'auraient pas forcément les compétences. Parce que l'objet du GEC, c'est qu'on va proposer aux personnes un contrat en alternance qui va leur permettre du coup d'acquérir les compétences nécessaires en se formant dans le cadre de ce contrat en alternance, qui est soit un contrat d'apprentissage qu'on connaît en général assez bien, soit un contrat de professionnalisation qui permet à toute personne en fait d'accéder à ce type de contrat. Il n'y a pas de limite d'âge, comme c'est le cas dans le contrat d'apprentissage. Donc le GEC, il va signer ce contrat d'alternance avec la personne. C'est donc lui qui est l'employeur, c'est lui qui porte le contrat de travail, c'est lui qui porte le risque employeur aussi derrière et toutes les démarches qui sont associées. Donc ça, c'est important effectivement à avoir en tête parce que c'est toujours intéressant, parce qu'il y a toujours une lourdeur administrative aussi à apporter la fonction employeur. Donc c'est le GEC qui va s'occuper de ça, qui va se rapprocher des organismes de formation pour construire la formation. Et donc la personne, elle sera pour un pourcentage de son temps en formation, pour un pourcentage mis à disposition dans l'entreprise d'accueil. Et du coup, le GEC, il fonctionne vraiment à l'interface de tous ces acteurs-là et il va coordonner le tout et s'assurer que tout se passe bien finalement. À la fin du contrat de travail, qui dure entre 6 et 24 mois, ça dépend des formations qui vont être proposées en réalité. Hein. L'objectif, c'est que la personne puisse intégrer directement une entreprise classique et qu'elle n'ait plus besoin de passer par le GEC et qu'elle intègre l'entreprise d'accueil, a priori, avec laquelle elle avait travaillé. Et en quoi, en fait, c'est une solution différenciante? C'est parce que déjà, le GEC, il est porté par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il est créé par l'entreprise. Ça veut dire que ce sont elles qui sont au conseil d'administration. Donc, elles pilotent, elles décident des orientations stratégiques à donner à la structure, de l'évolution, s'il s'agit de se développer sur de nouveaux secteurs, sur de nouveaux territoires. Et elles décident aussi des tarifs de facturation. D'une manière générale, en fait, elles gèrent la structure, s'assurer qu'elle soit viable, tout en répondant aux besoins des entreprises. Et ça, avec l'appui, bien sûr, d'une équipe dédiée. Hein. Il ne s'agit pas, pour le conseil d'administration, d'agir au quotidien. Il y a bien sûr une équipe dédiée derrière. Ça permet aussi d'accéder à des publics que l'entreprise aurait peut-être pas rencontrés, ou en tout cas pas recrutés en direct, parce que le GEC va travailler avec des acteurs différents, et puis aussi parce qu'il y a un objectif de s'adresser à des personnes qui ont plus de difficultés d'accès à l'emploi. D'où le I de l'insertion dans le GEC. Et ça, c'est la plus-value aussi, c'est qu'on va s'inscrire dans une logique de recrutement inclusif en étant accompagné par le GEC. Et le dernier élément, c'est vraiment que le GEC, c'est une solution à la main des entreprises. Donc, ça veut dire qu'en fait, des entreprises qui seraient sur un territoire sur lequel il n'y a pas de GEC qui couvre leur secteur d'activité, elles peuvent aussi se lancer dans une démarche de création d'un GEC qui pourrait répondre à leurs propres besoins en respectant un certain cahier des charges, parce qu'il y a un cahier des charges, par contre, pour garantir la qualité. Voilà pour tous les éléments un peu qui sont différenciants. C'est vraiment cette logique d'entreprise au cœur. Merci, Océane. On est toutes d'accord et toutes et tous d'accord, recruter c'est bien, mais faut-il encore que les entreprises aient les bons réflexes RH? Donc là, on vient déjà de voir quelques outils qui existent. Stéphanie,
quels sont les services de la Maison de l'Emploi et outils, bien évidemment, que vous proposez aux entreprises, pardon, pour mieux structurer leurs besoins en compétences et en recrutement? Alors, comme je vous le disais effectivement en préambule, la Maison de l'Emploi, elle, n'est pas amenée à avoir des publics en son sein. C'est-à-dire que notre mission régalienne, elle est de réaliser des GPECT, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce barbarisme pour On est les d'accord. les non-avertis? Merci de nous reconnaître. Pour étayer mon propos, je vais vous donner un exemple, parce que l'idée, c'est de faire du lien entre les besoins des entreprises en matière de recrutement et même en termes de prospective, d'éducation et de formation, soit des demandeurs d'emploi, soit de public scolaire, hein, puisque les collégiens et lycéens d'aujourd'hui forment les salariés et collaborateurs de demain. Donc, il s'agit Bien d'anticiper, sûr. bien évidemment, la formation des jeunes de notre territoire. Donc, nous, on fait ce trait d'union entre les besoins des entreprises et le service public de l'emploi. Donc, un exemple concret, lorsqu'à Marseille, vous avez eu successivement des travaux qui ont été lancés pour réaliser l'amélioration des lignes de transport et du tramway, bon nombre de commerçants étaient et ont exprimé, et notamment via la CPME, une souffrance certaine. Et la ville de Marseille est venue nous trouver, puisqu'il faut savoir qu'on est piloté par la ville et par l'État, est venue nous trouver en nous disant, bon, Maison de l'Emploi, aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, aider ces commerçants le plus possible. Donc, on a réalisé des enquêtes, on a questionné ces commerçants sur leurs besoins, et puis on s'est finalement aperçu qu'un commerçant, hein, un chef d'entreprise, fait parfois tout. Voilà, il est chef d'orchestre, il fait Bien tout. sûr. Et donc, la difficulté parfois exprimée, c'était notamment en matière de gestion des ressources humaines et des collaborateurs, ils ne savent pas trop vers qui se tourner, ils ne savent pas trop comment maintenir leurs salariés, les former, comment recruter, avoir une offre d'emploi qui soit attractive, etc. Donc l'idée, ça c'était la GPEC, on a questionné les entreprises et de là, de ce questionnement et des résultats qui s'en sont suivis, on a créé un dispositif. Voilà, une GPEC c'est ça, on analyse les besoins, et ensuite, on met en action pour justement répondre à ces trous dans la raquette. Alors, action, ça peut être effectivement soit d'aller nourrir l'éducation nationale en leur disant, bon, écoutez, il manque quand même dans la cartographie formation telle typologie de diplôme, Ouais, je de pense qu'il y aurait formation. beaucoup de choses à dire Oui. là-dessus, effectivement. Ou alors, ça va être se tourner vers des opérateurs pour dire, bien évidemment, peut-être que aussi l'idée d'un GEC ou l'idée pourrait être intéressante. Voilà. Et en l'occurrence, s'agissant de nos commerçants sur cette période-là, on a eu l'idée de monter un dispositif qui s'appelle RHTPE, qui met à disposition Vous pouvez répéter, Stéphanie, je n'ai pas entendu. RHTPE, RHTPE, d'accord. qui met à disposition des TPE de Marseille, donc les entreprises de moins de 10 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, une responsable RH qui va les rencontrer et qui va les aider, les outiller sur leurs besoins. Alors, ça peut être l'élaboration du document unique de gestion des risques, ça peut être l'élaboration d'une offre d'emploi un peu attractive, qui va valoriser la marque employeur, ça peut être effectivement l'élaboration d'un plan de formation pour les salariés, voilà, parce qu'aujourd'hui, le monde de la formation n'est pas forcément connu de tous. Donc, comment est-ce que je peux faire pour financer la formation de mes collaborateurs, parce que j'ai un nécessaire besoin de maintenir un bon niveau de compétence au sein de mon entreprise. Voilà, donc là, vous avez une responsable RH qui est mise à disposition de façon gratuite, voilà, auprès de ces entreprises. Eh bien, très bien. Je vous remercie, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos adhérents avant qu'on passe à l'autre chapitre qui nous intéresse? Ben non, je vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si Lou m'a abandonné. Non, donc. Non, je suis bien là. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Merci. Merci, Lou. Donc, notre axe 2 de ce webinaire, coopérer localement, mutualiser les ressources pour mieux recruter. Océane,
en quoi le fait de regrouper plusieurs entreprises autour des mêmes enjeux RH permet-il de sécuriser les recrutements et former sur mesure? Alors en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le GEC, finalement, comme j'ai commencé à l'expliquer, c'est quasiment un service RH externalisé, notamment pour des plus petites entreprises. Où c'est souvent, comme le disait Stéphanie, finalement, le dirigeant qui va porter plusieurs casquettes. Et donc là, avec le GEC, il y a une proposition d'accompagnement et de recrutement, en fait. Donc, le GEC, il va identifier le besoin, il va construire la fiche de poste en fonction. Et comme chaque GEC est organisé par secteur d'activité, donc avec ce regroupement des entreprises par secteur d'activité, le GEC, finalement, il a une expertise sectorielle aussi. Il parle le même langage que l'entreprise, il connaît les métiers de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant, forcément, pour pouvoir faire ce recrutement des personnes qui seront mises à disposition dans les entreprises, bien sûr, mais aussi parce que, en connaissant les réalités des métiers, le GEC, c'est aussi un ambassadeur de ces métiers-là, y compris auprès de partenaires emploi. On a l'habitude de travailler d'ailleurs avec France Travail aussi pour présenter les métiers qui sont au sein des GEC aux demandeurs d'emploi ou aux conseillers emploi. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le GEC, il a vraiment une expertise aussi de l'autre côté des dispositifs emploi et des partenaires emploi du territoire. Donc, il va pouvoir être en capacité de les mobiliser en fonction du besoin de recrutement. Peut-être proposer en amont du recrutement une période de mise en situation, un stage, une immersion, les fameuses PMSMP, qui permettent comme ça à la personne de tester le métier avant le recrutement. Et ce genre d'outils, parfois, les entreprises ne les connaissent pas. L'autre élément, ça va être peut-être une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi, la formation avant l'entrée, la signature du contrat qui serait nécessaire. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est un peu des ingénieurs de parcours qui vont pouvoir aiguiller en fonction de l'entreprise et en fonction de la personne, qui vont pouvoir comme ça mobiliser ces différents dispositifs parce qu'ils les connaissent et parce qu'ils travaillent très finement, main dans la main avec les partenaires emploi. Et ensuite, ils vont enchaîner sur le contrat de pro classique ou le contrat d'apprentissage classique, proposer aussi peut-être pendant le parcours des évolutions et peut-être même parfois proposer une entreprise à un salarié à une entreprise plutôt qu'à une autre parce que en fonction du profil, il sait que ça fonctionnera peut-être davantage avec cette entreprise qu'avec une autre. Donc ça, c'est tous ces éléments-là parce qu'on est un collectif et parce qu'il y a cette connaissance sectorielle qu'on est en capacité d'avoir ces réponses. D'accord, très bien. Stéphanie, pour vous, comment vos actions de coordination territoriale permettent-elles de rapprocher entreprises et publics en recherche d'emploi? Alors, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, effectivement, nous, les publics en recherche d'emploi, nous ne les recevons pas. Donc, c'est notre action d'animation des acteurs publics de l'emploi et des acteurs institutionnels au travers de justement cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales qui va permettre de monter des dispositifs ou des offres de formation. Donc, nous allons chercher ceux dont c'est l'expertise, à commencer par France Travail, dès lors que nous identifions un manque, un trou dans la raquette sur un secteur d'activité bien particulier ou sur une typologie d'entreprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure non plus, mais Corinne Inesti est membre de notre conseil d'administration et donne aussi les directives s'agissant de la stratégie et des secteurs d'activité que la Maison de l'Emploi doit travailler aux côtés des acteurs institutionnels. Voilà, encore une fois, nous sommes le trait d'union. On va proposer des dispositifs ou les créer nous-mêmes, mais nous n'accueillons pas de public. Voilà. L'idée, c'est vraiment de recenser les besoins des entreprises pour les transmettre aux opérateurs. Eh bien, merci. Je vais demander à Sandrine de nous expliquer les contrats CIE qui sont de nouveau mobilisables sur Marseille. Est-ce que vous pouvez nous décrire les spécificités des CIE? Et ensuite, nous avons une question pour Océane. Donc, Sandrine, s'il vous plaît. OK. Alors oui, on va vous parler de CIE, donc on adore, créer, des acronymes, hein, dès qu'on mobilise une aide. Alors le CIE, ça veut dire contrat initiative emploi, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour cette année 2025, il y a une aide exceptionnelle qui est possible
pour l'embauche d'une personne résidant dans un quartier prioritaire de la ville de Marseille. Donc ça, c'est une belle opportunité pour cette année 2025. On sait que cette année 2025, hein, elle est voilà, entre deux eaux. Il y a besoin en fait d'aider les entreprises et surtout les petites entreprises à maintenir les emplois. Donc, il y a une attention particulière qui a été portée par l'État via le préfet des Bouches-du-Rhône pour se Mm. dire voilà, qu'il y a un enjeu sur Marseille à voilà, venir accompagner cette année 2025 qui est une année sur laquelle il faut pas que les choses se cassent. On sait en fait hein, que structurellement, on est dans la bonne voie. D'un point de vue économique, les indicateurs voilà, sont plutôt au vert pour l'année 2026. Il faut tenir sur cette année 2025. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette aide exceptionnelle. Alors, elle est exceptionnelle. Elle est exclusivement sur Marseille. Vous savez qu'on est toujours dans le cadre de ce beau programme qui s'appelle Marseille en grand. Bien sûr. Marseille en grand, c'est avant tout, bien évidemment, des constructions, hein, parce qu'il y a des belles choses à faire pour transformer et booster donc la ville de Marseille. Et donc, il y a aussi un volet emploi hein, dans ce programme Marseille en grand. Et donc, c'est l'une des briques hein, donc, de ce programme. Donc, cette aide, elle est super simple à mobiliser. Donc, on a mis en place alors, il y a 2 possibilités, hein, d'en bénéficier. Soit en fait, je suis une entreprise qui travaille, déjà avec France Travail et ben, j'appelle, mon conseiller France Travail, sur, la ligne directe et donc, on en parle en fait avec, mon conseiller. On voit s'il me propose des candidats. Si je suis en train de recruter et que je me dis: «Ben, tiens, pour ce poste-là, je suis prêt à prendre un candidat qui est issu des quartiers prioritaires de la ville de Marseille», eh bien, on va vous faire une présélection de candidats donc qui correspondent à ce critère d'éligibilité. Et puis, il se peut se passer aussi que vous receviez des candidatures spontanées, donc d'un candidat où Bien vous sûr. dites, bah, tiens, il habite dans cette rue, je crois savoir que c'est un quartier prioritaire de la ville. Vous appelez votre conseiller pour vérifier qu'il peut vous faire bénéficier de cette aide et banco, on y va. Et puis, donc, dernière possibilité, puisque en ce moment, comme il y a cette aide exceptionnelle, on fait des campagnes de communication, emailing, réseaux sociaux sur lesquels on communique avec une petite ligne téléphonique directe, vous entendez parler de cette info, vous appelez sur cette ligne directe et le conseiller vous informe des possibilités. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte en fait cette aide? Elle est là. Sandrine, je vous interromps. Va la mettre pour nos adhérents, Oui, cette ligne. Et le, je vais ouais, voir avec Lou super. comment on peut Hein. Et faire puis on soit un va vous flash redonner. info, soit une newsletter. Voilà, on va vous repasser en fait, hein, les infos, par écrit comme ça vous aurez, ce petit, pense-bête. Donc c'est très simple. En fait, pour toute embauche en CDI ou CDD de 6 mois minimum, à partir Ouais. du moment où c'est un contrat de travail, hein, qui est, plus qu'un mi-temps, hein. Vous voyez, il faut quand même que ce soit pas un contrat de travail de 2 heures par semaine. À partir du moment où on est sur un CDI ou un CDD de 6 mois ou plus, eh bien, l'entreprise va pouvoir toucher une prime, une aide de l'État d'un montant de 300 euros. Alors, c'est 308 euros hein, exactement. 308 euros par mois pendant les 6 premiers mois du contrat. Donc, c'est une aide super simple à monter. Hein, donc, c'est le conseiller qui fait une petite saisie dans notre logiciel informatique. Ça vous envoie un petit workflow, vous, par mail. Vous faites une signature informatique. Mhm. Il suffit de nous fournir le contrat de travail que vous avez conclu avec la personne et c'est nous qui vérifions que la personne est bien éligible. Donc vous voyez, c'est ce que souvent, hein, on parle de simplification et on se dit: «Ouh là là», hein, donc Sylvie, on ne va Ouais. pas parler en fait de l'aide pour les boulangers quand il y a eu des problèmes d'électricité, hein, donc ce serait où il fallait produire plein, de documents. Là, vous voyez en fait que c'est un truc tout simple. On vous demande juste de nous fournir le contrat de travail de la personne. Il suffit de nous le scanner, de nous l'envoyer par mail. Donc voilà, vraiment une grande simplicité. Et j'ai une Idéalement, question dans le chat. ouais, ouais. Est-ce que ça concerne aussi les cadres de Alors oui, TIE? merci pour cette question. En fait, ça concerne tout candidat
qui est demandeur d'emploi et qui habite un quartier prioritaire de la ville. Et donc, sur la ville de Marseille, ça représente plus de la moitié des demandeurs d'emploi qui résident dans un quartier prioritaire, puisque voilà, notre ville a beaucoup de quartiers qui sont topés quartiers prioritaires de la ville. Donc, un cadre qui habite dans un quartier prioritaire de la ville, dans le 14e arrondissement, et ben, donc, il y est éligible. Un jeune diplômé qui habite le 3e arrondissement, il y est éligible. Un bénéficiaire du RSA qui habite le 15e arrondissement y est éligible. Un senior qui habite le 1er arrondissement y est éligible. Vous voyez, donc c'est uniquement le critère de résidence qui fait l'éligibilité. Très bien. Merci. Et j'ai une question pour Océane. Marie-Caroline Galula de Synergie Family qui nous pose la question, est-ce que les GEC proposent le sourcing des candidats aux entreprises? Oui, bien sûr. La première étape, c'est le recueil du besoin de l'entreprise. La deuxième étape, c'est bien sûr de s'adresser à tous les partenaires emploi, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça peut être France Travail, ça peut être les missions locales, ça peut être des centres sociaux, ça peut être tous les dispositifs qui peuvent exister. Et en fait, le GEC, lui, il va identifier, donc faire le sourcing de candidats, il va identifier des candidats qui pourraient répondre à cette offre d'emploi. Et en général, ce qui se passe, je parle d'une manière générale parce qu'après, il y a des modes de fonctionnement qui peuvent être un peu différents d'un GEC à l'autre, mais il y a 2 ou 3 candidats qui vont être proposés aux entreprises. Voilà. Donc, il y a ce sourcing, évidemment, qui est fait. Non, merci de votre réponse. On va attaquer notre troisième axe. Fidéliser et intégrer, mieux accueillir pour stabiliser les parcours. Océane, Voilà. Quel accompagnement post-recrutement proposez-vous pour garantir une intégration réussie et durable en entreprise? Alors oui, ça c'est vraiment un élément fondamental, hein, comment on s'assure, parce qu'une fois que la personne est recrutée, qu'elle reste. Alors là, nous, on va parler du recrutement par le GEC, hein, c'est ce que vous l'avez compris. Bien sûr. Donc, le GEC, une fois qu'il a signé le contrat de travail, on met en place en interne ce qu'on appelle un double tutorat. C'est-à-dire que dans le cadre du contrat d'alternance, la personne a un tuteur, soit c'est un mode d'apprentissage dans le cadre des contrats d'apprentissage ou un tuteur dans le cadre des contrats pro, un tuteur dans l'entreprise qui, lui, va être en charge d'accompagner la personne sur la montée en compétences professionnelles. L'idée, c'est que cette personne, en fait, elle puisse être centrée uniquement sur cette partie-là, cette partie montée en compétences. Or, on sait que la personne, elle peut rencontrer des difficultés autres qui, des fois, viennent percuter, en fait, le travail et peuvent produire des ruptures, justement. L'objectif, c'est que, du coup, il y a un tuteur au sein du GEC qui, lui, puisse intervenir dans ces cas-là et au contraire réguler s'il y avait des difficultés personnelles, notamment, je ne sais pas, moi, une difficulté liée, il y a une panne de voiture, un déménagement, enfin quelque chose qui rendent qui vont mettre en difficulté la personne dans son poste de travail. Donc, c'est vraiment ce double accompagnement. Et encore une fois, le GEC, il se situe à la jonction des deux. L'autre élément, c'est aussi on va faire des points, toujours pareil, c'est le tuteur qui le fait, mais tout au long du contrat, on va faire des points aussi sur la montée en compétences de la personne, justement avec le tuteur pro en entreprise, pour s'assurer que on a une montée en compétences qui correspond aux besoins de l'entreprise et réajuster en fonction. Donc, il peut y avoir en cours de contrat des modules de formation supplémentaires qui peuvent être mobilisés. Et surtout, il peut y avoir aussi des contrats supplémentaires qui vont être conclus. On va proposer des poursuites de parcours avec des montées en compétences supplémentaires. L'idée, c'est vraiment d'accompagner jusqu'à ce que la personne puisse être complètement opérationnelle et occuper le poste de manière complètement autonome dans l'entreprise. Voilà. Ah si, peut-être un petit élément pour vous dire, on a en gros 69% de sorties en emploi à l'issue des contrats GEC avec 99% de réussite aux examens. Pour avoir une vision. Donc, l'accompagnement formation, il est fondamental, vraiment. C'est l'accès à la qualification, c'est un élément qui est fondamental. Et pour avoir des exemples de réussite de ce qui peut se faire aujourd'hui, si vous voulez, on vous donnera les éléments éventuellement. C'est qu'on organise un événement au mois d'octobre, le 16 octobre à Aix-en-Provence, avec des entreprises ouvertes aux entreprises. Et elles pourront venir rencontrer d'autres entreprises qui, justement, ont pu… Bien sûr, très intéressant. Voilà. Effectivement, que vous nous communiquiez l'information, comme ça, on pourra le transférer auprès de nos adhérents. Merci beaucoup. Merci, Océane. Stéphanie, quelles sont les bonnes pratiques d'intégration à la Maison de l'Emploi que vous observez auprès de TPE, PME locales,
justement dans vos différentes actions auprès des différents acteurs avec lesquels vous collaborez. Oh, je vais y arriver, je suis fatiguée là. C'est la chaleur. Alors, il y a une action qui a retenu notre attention parce qu'on s'est aperçu après que ça fonctionnait vraiment bien via notre dispositif RHTPE. Ça concerne le recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé votre annonce avec votre conseiller France Travail, que vous avez reçu, on va dire, plusieurs candidatures potentielles, ce qui fonctionne bien, c'est que ce soit d'abord et en premier lieu les collaborateurs qui effectuent une présélection, vous voient la personne aussi en entretien. Voilà. Ça veut dire que le futur collaborateur et la future équipe avec laquelle potentiellement il va travailler se connaissent, se rencontrent avant. Et on s'est aperçu, alors second entretien validé par le dirigeant, et on s'est aperçu que lorsque le collaborateur se projette parce qu'il voit les membres de l'équipe avec qui il va travailler, il voit l'espace, le bureau, il peut poser des petites questions très concrètes. Déjà, il se projette beaucoup plus. Et le fait que l'équipe ait participé au recrutement fait qu'il y a un intérêt particulier et un accompagnement au moment de l'accueil de la personne qui est plus prégnant. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une autre action qui fonctionne bien aussi, c'est, on l'a vu, la rédaction d'un petit livret d'accueil. On a même vu dans une entreprise, j'avais trouvé ça assez innovant, un guide de survie à l'usage du nouveau collaborateur. Et ce livret d'accueil, il a été enrichi au gré des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau collaborateur arrivait dans la structure, il disait bah, « moi, je me suis questionné sur ça, sur ça ». Et donc, il y avait des petites lignes qui étaient rajoutées. Donc, ce livret d'accueil, il y a bien sûr la base du règlement de l'entreprise, Oui, oui. mais il y a aussi des petits tips sur comment fonctionne voilà, la machine à café, les meilleurs restos à côté. Voilà, et ça renforce la cohésion et justement ce sentiment d'être bien accueilli parce qu'on est déjà guidé avec un petit document qui a été élaboré par les collaborateurs. Et enfin, il y a une autre action que je trouve aussi assez intéressante qui est le rapport d'étonnement. Des chefs d'entreprise questionnent le collaborateur un peu avant, on va dire, la fin de sa période d'essai, et le questionne sur ses étonnements, ce qui l'a surpris, en bien comme effectivement en moins bien. Hein, et l'idée, c'est justement de pouvoir améliorer au gré de ces interviews avec les nouveaux collaborateurs, l'accueil pour les futurs nouveaux collaborateurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre habituellement dans les grands groupes, ce Oui. rapport d'étonnement, ce fonctionnement. Mais c'est ça vrai qu'on peut s'adapte se très bien l'approprier. en PME. Oui. Mais bien sûr, même au contraire, c'est même presque peut-être même plus simple, plus simple mettre, et oui. plus, bien sûr, et plus agile, justement. Okay. Stéphanie, merci. Sandrine, comment France Travail peut-il appuyer les entreprises marseillaises dans le suivi des parcours CIE après embauche pour favoriser une insertion durable? Alors, du coup, moi, je vous apporterai deux éléments de réponse à cette question hein, qui est hyper importante aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de périodes d'essai non concluantes et on sait en fait que la période d'essai non concluante, en fait, ça a un coût pour l'entreprise hein, donc il y a vraiment un intérêt à limiter ça. Alors en fait, l'action de France Travail, premièrement, elle va plutôt se situer en amont. C'est parce qu'on déploie des dispositifs en amont qu'on sécurise la prise de poste. Donc le premier conseil que je donnerai aux entreprises, c'est de tester le candidat in situ. Hein, donc, et là-dessus, il y a un dispositif qui est super simple qui s'appelle l'immersion professionnelle. L'État a d'ailleurs créé il y a quelques années un site internet qui s'appelle Immersion Facilité. On vous donnera également le lien. Et ça vous permet de le faire en toute autonomie. Hein, j'ai envie de vous dire, comme je le dis souvent, hein, en pantoufle à 23 heures, vous dites, bah, tiens, j'ai reçu telle candidature,
on s'est bien entendu en fait au téléphone dans la journée avec le candidat, mais comme en fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé dans le secteur ou il a besoin de découvrir le secteur où il est expérimenté dans le secteur, mais il y a quand même en fait une spécificité dans mon entreprise par rapport à l'équipe. J'aimerais bien le tester in situ et peut-être avoir le retour des autres membres de l'équipe. Eh bien, je peux lancer une immersion. Donc, ça se fait en fait en quelques clics, hein. Je m'enregistre comme entreprise sur le site Immersion Facilité. Je crée l'immersion d'un candidat. Le candidat m'a donné son numéro France Travail. Clac, je le saisis. Ça chaîne avec le dossier du demandeur d'emploi. Alors oui, on peut le faire à 23 heures en pantoufle depuis son PC portable. Par contre, il faut nous laisser 48 heures, hein, donc à France Travail, puisqu'en fait, dès que l'entreprise va générer cette demande en ligne, nous, en fait, on va la valider le lendemain. Donc, par sécurité, moi, je demande toujours aux entreprises de nous laisser 48 heures parce que si jamais il y a un bug informatique, ça nous permet de le traiter. Donc chaque matin, il y a nos conseillers, ils vont regarder en fait quelles ont été les demandes d'immersion qui ont été faites la veille par des entreprises et ils les valident. Pourquoi il y a besoin d'une validation de France Travail? C'est pour des questions de sécurité, hein. Donc imaginons en fait que Bien la sûr, personne, elle oui, se tord la cheville en glissant sur de la farine. Bon bah voilà, donc elle est assurée en tant que demandeur d'emploi demandeur, pendant bien cette sûr. période-là. Et puis, si vous avez un quelconque contrôle, ça vous permet de justifier que la personne est là. Donc ça, c'est vraiment un excellent dispositif et c'est un dispositif qui peut durer de 1 jour à 1 mois. Et souvent, en fait, enfin, en moyenne, hein, donc alors si c'est un poste compliqué, on peut faire un mois, d'immersion. Mais parfois, en fait, ça vaut le coup de le faire juste 2-3 jours, hein. En 2-3 jours, on voit bien, si, ça a Bien matché sûr. avec la personne, ou pas. Donc c'est vraiment, très, très, très réactif. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est, le conseil, numéro 1, parce qu'au Mais moins qui il le y a décide? Excusez-moi Sandrine, eh qui le ben, c'est décide? l'en Le eh un ben, jour c'est ou un mois? eh ben, ça, en fait, c'est l'entreprise et le demandeur d'emploi qui vont le décider. D'accord, Là-dessus, moi, les conseillers France Travail, ils sont pas là pour dire: «Ah bah tiens, un poste comme ceci, c'est 2 jours, un poste comme cela, c'est, 15 jours». C'est, vraiment en fonction, du besoin. Il faut que le demandeur d'emploi et l'entreprise soient d'accord. Il faut juste que l'entreprise ait en tête que pendant cette période-là, le demandeur d'emploi reste demandeur d'emploi. Il n'est pas, salarié, donc il n'a pas de rémunération, à ce titre. Donc si il est indemnisé au titre de l'assurance chômage, bah, il continue à toucher son allocation. Mais si par exemple c'est un jeune bah, qui a jamais cotisé, et bah, en fait bien il sûr. touche rien. Donc il faut que la durée, elle soit entre guillemets correcte. Enfin, de toute façon, quand on va embaucher quelqu'un, on va signer un contrat. Donc si on veut que les choses se passent bien, il faut que tout le monde y soit gagnant. Dans un Oui, contrat, oui, c'est du il faut que gagnant-gagnant, toujours il effectivement. soit gagnant. Donc moi là-dessus, je fais vraiment confiance aux entreprises et aux candidats. C'est eux qui savent s'il y a D'accord, besoin de 2 jours ou s'il y a besoin de 15 jours. OK? très bien. Donc moi voilà, ça c'est le dispositif numéro 1 et puis imaginons que pendant cette période, on se dit: «Waouh, ce demandeur d'emploi que j'ai reçu, alors oui, c'est un senior, donc j'avais plutôt envie d'une équipe jeune, hein, mais vous savez en fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on œuvre tous pour l'emploi des seniors et ben, je l'ai accueilli et ça s'est super bien passé, dans l'équipe. Par contre, il est en reconversion professionnelle, il faut le former, à notre métier». Et bien là, France Travail a un deuxième dispositif, hein, qui s'appelle alors on aime les sigles, hein, ça s'appelle la POEI. Bon, en gros, c'est une formation en amont, de l'embauche. Donc si vous vous dites: «Bah, tiens, ce candidat, il est bien», bah, là, vous décrochez votre téléphone, vous Mmh. appelez votre conseiller France Travail et on peut mettre en stage, le demandeur d'emploi en amont de l'embauche. Donc ça veut dire que pendant toute la période et ça, vous voyez, c'est une condition de réussite pour la suite. C'est pas juste une aide à l'embauche. En fait, quand, vous avez besoin de former quelqu'un, vous savez que vous, chef d'entreprise et à vos équipes, surtout dans des petites boîtes, ça va vous coûter du temps. Et si vous Eh oui, faites ça pendant que le gars, il est déjà salarié, vous vous dites: «Ah ben ça vous met sous tension. Vous vous dites: «Attends, je le paye, il est pas encore, complètement, efficace» et ça met toute l'équipe sous tension. Alors que si vous le prenez en stage en amont et que c'est très clair avec le reste de l'équipe que cette personne-là, pendant 2 mois, elle est stagiaire de la formation professionnelle, elle est pas salariée, donc elle est là en plus dans l'équipe et que c'est normal qu'on prenne du temps, à la former, ça change la donne et puis pour le chef d'entreprise, bah, c'est une sacrée économie parce que pendant ces 2 mois, eh bien notre aide, financière, elle est à 2 niveaux. Donc déjà, on va
prendre en charge la rémunération de la personne pendant cette période-là. Donc, si elle touche une allocation chômage, elle aura le maintien de son allocation chômage pendant cette période-là. Et si c'est une personne qui a jamais travaillé et qui a besoin qu'on lui ouvre spécifiquement une allocation chômage, bah, parce que il y a cette formation, on va la rémunérer. Et puis, comme on sait en fait que les autres collègues de l'équipe vont être un peu moins productifs parce qu'ils vont expliquer à ce stagiaire des choses tout au long de la journée, eh bien, on va indemniser l'entreprise à hauteur de 5 euros de l'heure de présence de la personne. Donc, vous voyez que D'accord. sur 2 mois, ça fait 2 fois 150 heures. Enfin, voilà, vous Mmh. voyez, donc 300 heures fois 5 euros, bah, ça fait quand même 1500 euros qui sont Mmh. versés par France Travail à l'entreprise pour compenser cette petite perte de productivité. Donc ça, c'est vraiment des conditions de réussite. C'est pas de la paperasse, hein, vraiment, c'est des conditions de réussite. Donc une POE, ça se fait en ligne, hein, donc sur francetravail.fr. Tout ça, en fait, c'est des échanges de mails, des signatures. C'est très, très simple à mettre en place et c'est une façon de sécuriser l'embauche. Et comme ça ne suffit pas et que je vous ai dit que quand même Pôle emploi et France Travail, bah, c'était pas juste le même nom, il y avait vraiment de nouveaux services. Eh bien, sachez que France Travail est en train de développer et on est en train de développer de nouveaux services et on est en train de les tester dans notre agence de salon et de Salon de Provence et dans notre agence de Marseille-la-Valentine et ça va être très vite généralisé. Ce sont des services de comment réussir l'intégration de son salarié, donc avec un accompagnement sur le livret d'accueil d'un nouveau salarié quand une Bien sûr, entreprise n'en c'est a pas important. et voilà et Stéphanie le des disait tout à l'heure aussi. voilà, hein, donc ça, en fait, comme vraiment l'État, s'est rendu compte, et grâce aux unions patronales, hein, qui notamment ont fait, remonter, ce besoin. Comme on s'est rendu compte que c'était un service qui était à apporter aux petites entreprises qui ne pouvaient pas, ben, payer des cabinets pour, créer, ce genre, d'outils, eh bien France Travail est en train de développer ce genre d'outils et donc les Bouches-du-Rhône le testent. Ouais, bah, écoutez, merci. Je pense on va faire le point avec Lou, mais les différents outils dont vous avez parlé, justement avec des acronymes, des fois certains barbares et où on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière, que nous on les reprenne pour les initier vers nos adhérents, pour que justement ils puissent bah, soit les utiliser ou en tous les cas revenir vers vous et vous faire la demande. J'ai une question dans le chat et je pense qu'elle est destinée à Océane. Est-ce que l'accompagnement personnel porte sur les soft skills de la personne recrutée? Alors, C'est Madame Galula qui nous pose cette question, Marie-Caroline. Donc, alors là, ces fameux soft skills qui sont oui, aujourd'hui tellement importants pour nous, chefs pour d'entreprise. le recrutement, c'est sûr. On a l'habitude de dire que véritablement les recrutements aujourd'hui, en tout cas au sein des GEC, se jouent beaucoup sur ces fameux soft skills et sur la motivation. Tout ce qui est compétences professionnelles, on le sait, ça s'acquiert, encore plus dans un dispositif comme le GEC qui est prévu pour cette acquisition-là. Donc déjà, on est assez attentif au moment des recrutements, on sait que c'est des éléments qui sont importants. Ce qui veut dire aussi que parfois, régulièrement, il y a des opérations spécifiques qui sont faites par les GEC dans le cadre des fameuses POE dont on parlait aussi. Dans le cadre de formation préalable au recrutement, justement, il peut être possible d'avoir une partie formation professionnelle, mais aussi d'intégrer des parties spécifiques sur justement les compétences comportementales, les soft skills qui vont être attendues en entreprise, avec des mises en situation notamment, un travail sur la gestion du stress, un travail sur le travail en équipe, des éléments qui peuvent être aussi sur la communication non violente, etc. Tous ces éléments-là hein, qu'on entend derrière soft skills aussi. Donc ça peut être en amont. Ça peut être aussi effectivement pendant le contrat, mais là, on est plus sur de la régulation, effectivement. Après, il y a aussi des GEC qui proposent parfois des ateliers spécifiques où ils vont rassembler tous les salariés des GEC qui sont dans plusieurs entreprises pour travailler sur ces éléments-là de communication non violente, gestion du stress, travail en équipe, etc. Et puis de manière individuelle, dans l'accompagnement effectivement individuel, avec où là, on est vraiment sur la régulation, rappel des règles aussi parfois. Le GEC, c'est un employeur. Donc, ça veut dire Oui, aussi oui, bien sûr. que c'est lui qui rappelle les règles des contrats de travail quand on est sur des dérives. C'est lui qui est là pour rappeler le cadre et pour potentiellement mettre des sanctions quand il y a besoin de mettre des sanctions aussi. Donc, on est un facilitateur, un régulateur, mais aussi un employeur avec la possibilité
d'être vraiment sur ce rappel du cadre attendu. Eh ben, très bien. Je crois que. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a j'ai pas de questions écrites dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions là, en live? Merci, merci Marie-Caroline, Océane. Marie-Caroline vous remercie, mais merci justement à vous de nous poser des questions pertinentes auxquelles nos intervenantes répondent avec grand plaisir. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, parce qu'on a fait le tour de nos questions. Donc, on va faire un condensé des différents outils que vous proposez, expliquer les acronymes et surtout inviter les adhérents à se tourner vers vous. Mais Sandrine, effectivement, France Travail, on a eu des appels. J'étais très étonnée parce que je suis pas je suis pas une consommatrice de France Travail. J'utilise beaucoup le bouche à oreille, mais c'est vrai que vos collaborateurs appellent plus régulièrement et ça fait plaisir de savoir qu'ils sont Oui, là et qu'ils sont ben, prêts à nous aider. oui, oui, il y a vraiment, eu, enfin, il y a vraiment une ambition, hein, dans le cadre de cette loi d'afficher une offre de services, solide auprès, des entreprises et d'ailleurs, voilà, il y a France Travail et France Travail Pro, hein, donc tout comme, Mm. voilà, il y a, des entreprises comme, voilà, Engie, qui ont des contrats pro, donc Engie Pro. Eh bien, en fait, là, il y a vraiment, une offre de services dédiée, donc avec, des outils, dédiés, aux entreprises parce que, voilà, c'est en travaillant ensemble qu'on va répondre aux besoins des entreprises et pendant des années, hein, vraiment ça c'est important et je pense que les chefs d'entreprise, qui mouillent le maillot, et qui nous écoutent, pendant longtemps, en fait, on s'est dit que le travail de la NPE, puis Pôle emploi, puis France Travail, c'était, uniquement, d'aider les demandeurs d'emploi pour qu'ils soient ensuite, embauchés et on se rend compte, aujourd'hui que dans une embauche, bah, celui qui a aussi besoin d'être aidé, c'est aussi le chef d'entreprise, et ça, bah, c'est aussi un service public donc c'est toute l'ambition de cette loi. Ben, j'ai justement une question dans le chat posée par Pauline Courbon. Et c'est vrai qu'elle a raison, surtout nous qui sommes sur les secteurs difficiles de la Mmh, ville et éloignés mmh. du centre-ville et des tramways, métros et autres acteurs de mobilité. Un des freins que nous rencontrons souvent est que les employeurs exigent le permis B. Est-ce qu'il existe des aides pour cela, notamment pour les jeunes? Oui, oui. Alors elles existent, donc pour, Ah, je vous entends plus. Alors, est-ce que c'est moi, Non, Sandrine? c'est bien qui, Sandrine. n'est pas indemnisé ou qui est Sandrine, faiblement, excusez-moi, ça a indemnisé au coupé. titre de l'allocation chômage. On dit que c'est quelqu'un qui va toucher ce qu'on appelle l'allocation chômage minimale, hein. Donc il y a tout à fait, cette possibilité-là, donc c'est une aide qui est versée en plusieurs fois au moment de l'inscription à l'auto-école, au moment de la réussite du code et au moment de la réussite du permis et c'est une aide qu'on verse directement, aux auto-écoles, ce qui permet aux candidats de ne pas faire l'avance de frais. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose de très simple à mobiliser. Par contre, c'est le candidat qui en fait la demande, auprès, de son conseiller. On a un budget réservé là-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour l'information. Merci beaucoup. Eh ben, on va tendre à la fin de ce webinaire. Donc, merci Stéphanie, merci Sandrine, merci Océane. Merci à vous. De toute manière, nous, CPME 13, nous restons en contact avec vous trois personnellement et vos trois organisations, parce que sans vous, on ne pourrait pas avancer et proposer des services auprès de nos adhérents. Merci aux adhérents qui ont assisté ce matin à ce webinaire. Alors, je sais alors, on l'appelle webinaire, on l'appelle Time to Talk, et je vais rappeler quelques dates pour nos adhérents et puis vous, si vous avez envie de venir nous rejoindre. On organise un déjeuner à l'école de la deuxième chance, donc bel outil aussi de recrutement et d'accompagnement pour ces jeunes. Et nous recevons Sabine Kalba, la présidente de BPMed, qui sera notre invitée ce jour-là. Le mercredi 9 juillet, un nouvel Time to Talk, mais avec notre partenaire FreePro
sur les outils pour booster l'entreprise. Alors là, bien évidemment, il y a plein de choses au niveau de l'innovation. Donc, de 9 h à 10 h 30 le 9 juillet, pour ceux et celles qui ne sont pas encore partis en vacances. Et la même journée, il y a un pitch party en ligne de 17 h 30 à 18 h 30 avec la Massif. Donc, vous voyez qu'on essaie de vraiment de passer en revue nos partenaires et tout ce dont on a besoin dans nos entreprises. Donc, merci à toutes pour cette heure de travaux ensemble. Et avec Lou, on ne va pas manquer de mettre tous les outils en ligne pour nos adhérents. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au À très revoir. bientôt. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci, bonne journée.